Bienvenue à ce numéro spécial 5 juin. Les 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement. En RDC, notre pays, cette journée est aussi célébrée. Plusieurs activités ont été organisées pour commémorer cette journée, mais c'est aussi une journée de sensibilisation à travers laquelle nous essayons de sensibiliser nos élèves, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs sur l'importance de l'environnement. Alors, pour cette édition spéciale, nous avons voulu la démarrer avec les patrons de l'administration du ministère de l'Environnement, parce que c'est le ministère qui est en charge l'environnement en RDC. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Benjamin Toirambe. Il est le secrétaire général au ministère de l'Environnement. Bonjour, Monsieur le CG. Bonjour. Comment vous allez? En tout cas, je me porte bien. Aujourd'hui, c'est le 5 juin et ça vous dit quoi en tant qu'expert et aussi les patrons de l'administration de l'environnement? Bien, merci beaucoup, Monsieur Alfred. Le 5 juin, c'est une journée mémorable, une journée internationale de l'environnement qui nous interpelle et nous fait réfléchir. Pour réfléchir encore, je me répète, sur comment fonctionne l'environnement dans notre pays et surtout au niveau mondial. Alors, comment fonctionne l'environnement dans notre pays? Parce que c'est vous qui êtes le chef de l'administration. Bien, mais pour répondre à cette question, comment ça fonctionne dans notre pays, d'abord, je voudrais signifier que le thème de cette année 2021 pour la Journée internationale de l'environnement, c'est la restauration des écosystèmes. C'est pour dire que cette année, nous allons focaliser nos réflexions sur la restauration des écosystèmes. Et l'environnement, d'une manière générale, dans notre pays, pose des problèmes, comme à travers le monde. Ça pose vraiment problème dans le sens que la plupart des pays au niveau mondial ne respectent plus les lois, ne respectent plus les normes de l'environnement. Et le non-respect de la loi et des normes établies nous amène à une crise environnementale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité connaît trop de problèmes liés à l'environnement. Si aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, on parle de la dégradation de la biodiversité à un niveau très élevé, on parle de réchauffement climatique, comme je venais de le dire, on parle de la dégradation des terres, c'est tout simplement l'environnement connaît des difficultés, connaît des problèmes. Spécifiquement dans notre pays, la RDC, c'est la même chose. Il y a eu plusieurs textes qui ont été pris pour gérer durablement l'environnement. Mais hélas, nous nous retrouvons devant une situation que, parmi tous ces textes-là, nous n'arrivons pas à les observer convenablement. Pourquoi? Il y a une faiblesse au niveau de la gouvernance. Mais est-ce que cette faiblesse, c'est parce que vous, qui êtes au ministère de l'Environnement, vous ne faites pas des efforts pour essayer de sensibiliser sur ces lois, ou alors c'est parce que l'appareil qui est censé le faire ne le fait pas? Oui, la responsabilité en termes de ce respect de la loi est partagée.
Je vais vous donner quelques exemples. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous sommes responsables. Tout simplement parce que nous avons pris des lois. Mais nous sommes incapables de les mettre en pratique. Et ça, c'est un aveu d'échec, hein? Oui, bon, je ne pense pas que c'est un aveu d'échec, c'est-à-dire, moi, personnellement, je reconnais ma faute en tant que responsable de l'environnement. Je prends par exemple la loi 11/009. Il y a à peu près 25 décrets qui sont préconisés pour que nous puissions les prendre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés même à 5 pour les prendre. Donc, ça pose des problèmes là-dedans. Nous allons sensibiliser quoi? Parce qu'il y a eu une loi qui a été prise et nous, à notre niveau, nous devrions travailler pour préparer ces décrets, ces mesures d'application. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes même pas arrivés à 5 textes déjà pris. Donc ça pose des problèmes. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, c'est quoi réellement la barrière? C'est le manque d'expertise? Non, ce n'est pas manque d'expertise. Ce n'est pas manque d'expertise, c'est manque de moyens. Parce que nous n'avons pas de moyens financiers par rapport à notre politique pour produire ces textes réglementaires et commencer à sensibiliser la population. Qui doit vous donner ces moyens? Parce que mais c'est l'État congolais. Oui, l'État, c'est à chaque niveau. Mais à ce niveau-là, imaginez-vous qu'aujourd'hui, même les frais de fonctionnement, nous n'avons pas. Parce que c'est à travers nos frais de fonctionnement qu'aujourd'hui, nous pouvons produire des textes. Ça fait partie des priorités des ministères. Ça fait partie des priorités de notre administration. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour faire notre politique. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai dit les responsabilités sont partagées. Mais est-ce que vous menez quand même un plaidoyer pour montrer à ceux qui sont au-dessus de vous qu'il y a nécessité d'intervenir? En tout cas, il y a des engagements au niveau politique et surtout avec la nouvelle autorité qui, je vous informe qu'aujourd'hui, notre ministre a été élevé au rang de vice-primature. Et il y a un engagement ferme pour que nous puissions travailler avec ces textes et arriver à les produire rapidement. Parce que sinon, nous voyageons, nous sommes devant cette situation de la crise environnementale sans boussole, sans instruments de travail adéquats. Donc, nous devons avoir ces instruments qui vont nous aider à bien faire notre politique. Alors, monsieur le CG, vous l'avez dit, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, le ministère de l'Environnement a été ramené au rang de la vice-primature. Pensez-vous que c'était un besoin technique ou c'est une manière, une redevance pour compenser les poids politiques? Parce que c'est le MLC qui est là. Peut-être il fallait donner un poste assez important, c'est pourquoi on a ramené ces ministères à ce niveau-là, ou bien c'était vraiment un besoin réel qui s'est manifesté? Moi, en tant que technicien, je trouve que ça a été plutôt un besoin technique. Je sais que sur le plan politique, ça pouvait avoir un impact, mais là, je ne suis pas politicien. L'article 193 m'abstient à ne pas entrer dans la politique. Donc, je suis protégé de cet article de la Constitution 193. Mais pour nous, en tant que technicien, ça a été un besoin technique. Parce que souvent,
Et peut-être je peux ouvrir une petite parenthèse pour vous ramener il y a plusieurs années, en 1987, le monde avait ces soucis de ramener l'environnement à un niveau où que tout le monde devrait en prendre en compte dans tout ce qu'il devrait faire. Parce que c'est que le monde fonctionnait, il fonctionnait sur l'économie. Et après Stockholm, la réunion de Stockholm en 1972, on a commencé à parler de social, mais on croyait qu'on avait résolu le problème mondial. Mais quand Mme Brundtland, au niveau des Nations Unies en 1987, dans sa commission, il va réfléchir sur l'environnement, il alerte le monde pour dire que, mes chers amis, si nous ne faisons pas attention à l'environnement, nous risquons de perdre notre planète. Raison pour laquelle les Nations Unies avaient pris un engagement rapide qu'en 1992, on devrait convoquer une réunion pour qu'on parle, qu'on puisse intégrer l'environnement dans la discussion. D'où est sorti les 3 conventions. La convention sur la diversité biologique, la convention cadre sur les changements climatiques et la convention sur la désertification et dégradation des terres. C'est pour dire qu'il y a eu plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui étaient rassemblés à Rio à cet effet. Donc c'est pour dire que ça a été un appel technique, une observation technique, mais qui a ramené les politiques à prendre des options. C'est comme ça qu'on a mis 3 conventions à notre disposition. La même chose. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, mais est-ce que ça avait une place comme d'autres ministères? Non. Je pense que l'autorité politique de notre pays a pu voir juste pour dire que non, il faut rehausser ces ministères au rang de vice-primature. Donc, ça a été un raisonnement à notre niveau en tant que technicien, un raisonnement technique. Parce que si vous écoutez les discours du chef de l'État actuel, il ne manque jamais à parler dans son discours les problèmes de l'environnement. Alors, il ne pouvait pas les laisser, ces ministères, à un niveau comme le simple ministère. Il a fallu les ramener à cette position politique, si je peux maintenant m'exprimer ainsi, pour que ça puisse attirer beaucoup des idées des personnes, des idées des acteurs, pour qu'aujourd'hui nous devons réellement parler de l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, ce n'est pas n'importe quel ministre, c'est un vice-premier ministre qui est en train de parler. Et quand il se présente quelque part, il a un pouvoir, il a un poids. Il peut facilement engager les pays par rapport aux autres ministres qui étaient à un moment donné limités. Limités, voilà. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a ramené notre ministère à ce niveau. En tout cas, quels sont les avantages que nous avons aujourd'hui à avoir une vice-primature de l'environnement? Non, nous avons beaucoup d'avantages. Lesquels aujourd'hui, je pense que Madame le vice-premier ministre, quand il va se présenter, même pour solliciter les moyens de l'État disponibles, je pense que le ministre du Budget comme le ministre des Finances ne peut pas commencer à réfléchir 2 fois aussi longtemps qu'en termes de préséance. Je pense qu'il a quand même un mot à dire, messieurs, en tout cas, il faut signer ces documents rapidement parce que nous devons faire ça, c'est telle activité. Est-ce que vous pensez que cela va vous permettre de faire mieux que ce que vous faisiez hier? En tout cas, je suis rassuré. Ok. Alors, nous revenons un peu à la Convention sur la désertification. Dans le cadre de Challenge des Bonnes, la RDC avait pris l'engagement de restaurer au moins 8 millions d'hectares. Combien avez-vous déjà restauré? Bien. Ça, c'est une meilleure question que j'ai aujourd'hui.
ça a été un engagement qui a enchanté même le monde. D'abord, nous-mêmes, l'RDC, comme vous le connaissez, partant des forêts, aux tourbières, aux forêts des montagnes, aux mangroves, l'RDC a un potentiel énorme, un potentiel forestier énorme. Ça, c'est connu. Si nous partons seulement en termes de superficie, je pense que plus de la moitié de notre territoire est couverte par les forêts. Et nous pouvons même aller très loin si nous allons à la définition que nous avions déposée aux Nations Unies. Nous pouvons dire même que nous avons à peu près plus de 70 ou 75% de l'étendue de l'RDC qui est couverte par des forêts. Mais il y a un problème, il y a un souci. Les soucis, c'est lesquels? Les pays souffrent d'un mal qu'on appelle la pauvreté. Il a ses ressources forestières, mais il a aussi un taux élevé de pauvreté. Il n'a pas d'autres moyens alternatifs pour survivre cette population que d'aller dans cette forêt et trouver quoi à vivre. Alors, à ce moment-là, d'après les études récentes, nous sommes responsables de la déforestation. Et les nouvelles études, les études récentes, parlent même de 400 000 hectares que nous perdons chaque année. Ça, c'est connu. Alors, raison pour laquelle nous nous sommes dit, bon, avec notre pauvreté, nous devons vivre avec, mais nous devons travailler pour que nous puissions relever les niveaux. Mais que devons-nous faire? Est-ce que rester? Non. Nous devons prendre un engagement ferme pour reconstituer, restaurer ces forêts dégradées. Et comme la ressource forestière, c'est une ressource renouvelable, donc nous ne pouvons pas dire que non, nous devons mourir de faim parce que non. Il faut aller dans cette forêt, prendre ce qu'il faut prendre pour vivre, parce que Dieu n'a pas créé cet espace forestier pour rien. Nous n'avons pas eu cette bénédiction d'avoir cet espace pour rien. Nous devons vivre avec ces forêts-là. Des ressources venant, les moyens venant de cette forêt. Mais néanmoins, nous devons aussi travailler pour restaurer là où c'est dégradé, là où c'est déforesté. Et combien d'hectares sont déjà restaurés? Bien, maintenant je ne peux pas vous donner la... Depuis que nous avons pris cet engagement, nous n'avons pas encore fait l'évaluation. Parce que je ne peux pas vous raconter des chiffres comme ça, imaginez, non. Je suis de l'administration, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec notre laboratoire de géomatique au niveau de la direction d'inventaire et d'aménagement forestier pour savoir combien, depuis notre engagement, de bombes. Et jusqu'à présent, nous avons combien? Mais néanmoins, les nouveaux chefs de l'État, ils nous amènent encore à la même philosophie pour que nous puissions encore restaurer davantage. Raison pour laquelle aujourd'hui, le 5 juin, les journées internationales de l'environnement, il dit nous devons faire un effort que chaque Congolais, et là je suis en train de lancer un appel à tout Congolais, qu'aujourd'hui, au moins chaque Congolais, que ce soit un enfant, que ce soit un écolier, que ce soit un fonctionnaire de l'État, un travailleur de telle société, que ce soit n'importe quel citoyen ou citoyenne congolais, doit planter au moins
un arbre. Imaginez-vous, le chef de l'État parlait d'1 milliard d'arbres que nous devons planter. Donc, c'est pour dire que nous allons restaurer à peu près 3 millions d'hectares de forêt. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, les 5 juin, nous tous, nous sommes aux environs de plus de 70 millions de... Que chacun de nous, enfants comme vieux, enseignants comme administratifs, ministres comme bourgmestres, je pense que si chacun de nous arrive à planter un arbre, nous avions combien? Donc ça va nous faire plus ou moins 70 millions d'arbres plantés en un seul jour. En un seul jour, voilà. Donc, ça va devenir une habitude pour nous que à partir de ces 5 juin aujourd'hui, que ce mois de juin ici, que nous puissions en tout cas faire un mois de plantation des arbres. Mais ils vont planter où? Parce qu'il n'y a pas de sol. Et en plus, l'arbre coûte cher aussi. Il faut, pour acheter par exemple la plantule, ça demande de l'argent. Est-ce qu'au niveau du ministère, vous avez disponibilisé des moyens pour que les gens achètent? Mais messieurs les journalistes, quand vous voulez une femme ou vous voulez quelque chose, vous allez faire tout pour l'avoir. J'ai vu les Congolais pauvres, que je peux considérer pauvres, sur la rue, mais quand vous demandez sur le prix de son téléphone, il n'a même pas un salaire. Je prends par exemple le fonctionnaire de l'État. Un fonctionnaire de l'État qui a 120 000 francs congolais. Mais regardez son téléphone, c'est un Android qui coûte aux environs de 200 $. Donc il faut une volonté. Et quand on a une volonté, on peut tout. Et c'est ça ce que nous devons avoir dans un pays pauvre comme la RDC, d'avoir cette volonté-là. Vous voyez l'arbre ici, Moringa. Messieurs les journalistes, est-ce qu'il y a 5 ans, 10 ans, est-ce que vous voyez cet arbre Moringa ici dans la ville de Kinshasa? Non, il n'y en avait pas. Mais pourquoi aujourd'hui dans chaque parcelle, allez à Lemba, limitez, vous allez voir que dans chaque parcelle, il y a un arbre de Moringa. C'est tout simplement la population, ce peuple, ces habitants de ces communes ont compris que non, Moringa a une importance. Il n'y a pas de démagogie là-dedans. Le Moringa a une vertu. Alors ils se sont dit non, si nous plantons, pour eux c'est médicinal, c'est alimentaire, mais que quelque part aussi, ça aide à lutter contre le changement climatique. Ça enrichit même les sols. Vous comprenez? Donc, le problème est que les Congolais veulent quelque chose de concret. Très bien, monsieur le CG, alors on avance parce que la RDC, vous l'avez dit, c'est un pays qui a plus de 60% de son territoire est forestier. Alors, aujourd'hui, est-ce que la forêt du Congo profite réellement à ces pays? Très bien pour la question. Vous savez, je peux vous dire sincèrement, il y a un oui et il y a aussi un non en même temps. Un oui, parce que cette population ne vit que de cette forêt-là. Je l'ai dit, je ne peux pas me contredire. Les communautés locales, ils n'ont pas des industries, ils n'ont pas autre chose que ça. Le matin, il est en forêt, il y sort avec des légumes, il y sort avec des gibiers, il y sort avec les produits forestiers non lignés. Ils ne vivent que de ces forêts-là. Mais je pense non en termes de la contribution au niveau du budget de l'État. Et c'est là où il y a un problème. Messieurs les journalistes, as-tu vu dans un pays au monde qui a moratoire forestier?
Là, vous m'amenez sur un terrain où moi je vous attendais. As-tu vu un pays forestier au monde, que ce soit en Afrique, que ce soit au niveau mondial? Il y a trop de massifs. Même là où l'exploitation est décriée par tout le monde en Amazonie, mais il n'y a pas moratoire. Pour vous, vous pensez que c'est le moratoire qui fait que les pays ne puissent pas tirer profit des forêts? Je ne peux pas réfléchir autrement, messieurs les journalistes. Je ne peux pas réfléchir. Parce que, en tant que Congolais, je trouve que c'est une injure publique que nous souffrons aujourd'hui. Ah bon? Là, je vous dis sincèrement. Parce que je n'ai jamais vu. Parce que parfois nos partenaires, permettez-moi, trouvent que les pays de la RDC, c'est comme quand on fait des discussions sur les forêts. On est à Paris, on est à New York, on est à Bruxelles, on est à Berlin. Nous sommes au Congo où la population, à peu près 90%, est pauvre. Avec nos réalités. Et nous vivons-on. Et les gens sont contents. Mais il y a quand même, malgré les moratoires, il y a des concessions qui sont en exploitation ici. Est-ce que déjà vous avez la maîtrise sur l'exploitation forestière? Parce qu'avant d'ouvrir les champs, les moratoires, si on lève les moratoires, on va ouvrir les champs à l'exploitation. Mais déjà, les peu d'exploitation qui s'est fait, vous maîtrisez ça? En tout cas, en termes d'exploitation forestière et industrielle, nous maîtrisons. Le problème est que parfois les gens racontent un peu trop de bobards autour. Parce que quand on voit un grimier passer, on dit oh non, c'est ici Zambaya, RDC. Non! Mais parfois, tout le monde a vendu. Mais là, c'est un autre problème. Non, ça c'est un autre problème que les Congolais doivent bien réfléchir. Et les politiques congolais doivent bien réfléchir. Ça, ce n'est pas les grimiers qui passent. Parce que imaginez-vous que même ces grimiers qui passent et que les devises rentrent ici, comme ça se faisait avant les moratoires, quand nous avons les garanties d'approvisionnement. Parce que les devises rentraient ici. Je pense que même nos enfants ne peuvent pas manquer des banques. Et aujourd'hui, nous prenons même l'option que, dorénavant, tout doit être transformé ici, sur place. Comme ça se faisait avant. Comme ça se fait aujourd'hui au Gabon. Au Gabon, c'est un exemple. Mais malheureusement, le Gabon n'a pas... Heureusement, le Gabon n'a pas les moratoires comme nous. Okay. Vous comprenez? Okay. Ce n'est pas parce que l'exploitation qui se passe là-bas, elle est à 100% correcte, non. Mais ces moratoires, c'est vous qui avez sollicité ces moratoires. C'est vous, l'administration. Non, nous, on n'a pas sollicité les moratoires, messieurs les journalistes. C'est tout simplement parce que la plupart des gens ne comprennent pas comment c'est parti ces moratoires. Nous sommes avant 2002, avant la prise du code des forestiers. La plupart, il y avait beaucoup de garanties d'approvisionnement. Plus de 157 garanties d'approvisionnement. Et les gens avaient pris ces garanties d'approvisionnement, non pour l'exploiter, mais mettre ça quelque part pour aller mettre ça dans la bourse, à l'extérieur, pour gagner des moyens. Bon, ça, je ne peux pas aller là-dedans. Et quand nous avions pris les codes de forestiers, nous nous sommes dit, non, nous devons quand même revisiter ces garanties d'approvisionnement. Et le fait que ça devrait basculer au contrat des concessions forestières, nous devrions quand même voir clair qui était en ordre, qui était réellement sur le terrain. En d'autres termes, nous avions voulu assainir nous-mêmes les secteurs. Et c'est ça ce qui a été fait par un arrêté ministériel qui a été pris à cet effet. Mais hélas, nos amis, bon, ils avaient peut-être bien réfléchi. En 2005, on va amener un dossier auprès du chef de l'État
pour renforcer le moratoire. Je vous dis sincèrement, parfois, les gens ne se rappellent pas de l'histoire. Et même moi, je me rappelle parce que j'étais là. Quand le président de la République avait pris ces décrets, aucune ambassade ici, à Kinshasa, n'était pas d'accord avec ce moratoire. Parce que ça a été pris, et ça a été pris unilatéralement par... le gouvernement. C'est ça? Non. Ça a été demandé par un partenaire que je ne peux pas citer ici. La Banque mondiale? Un partenaire, je parle d'un partenaire. Mais la plupart des parties prenantes n'étaient pas d'accord. Mais par la suite, mais le moratoire c'était pour 3 ans. Aujourd'hui, c'est combien d'années, monsieur le journaliste? Mais 2005-2021, ça fait déjà 16 ans. 16 ans. Donc s'il faut remonter à 2002, on est pratiquement à 20 ans à peu près. Vous comprenez? Or, c'était 3 ans. Donc, c'est pour dire que si nous lisons bien la loi... Donc ce moratoire n'a pas besoin d'être. Mais si nous lisons bien la loi, c'est-à-dire... Les délais qu'on avait donnés, c'était pour 3 ans. Dépasser ces délais, c'est-à-dire ça tombe caduc. Si les juristes peuvent nous lire correctement. Mais pourquoi ça existe jusqu'aujourd'hui? Ah, mais voilà. C'est-à-dire quand vous voulez avoir un petit financement quelque part, conditionnalité, moratoire. Vous partez ici, vous voulez même épicer ici, moratoire. Mais mes chers amis. Donc c'est devenu comme... un gagne-pain. Un fonds. Voilà, qui dit bien. Ça devient un fonds de commerce pour certains acteurs. Papa, vous savez, parfois, je me moque des choses qui se passent dans ces pays. Et nous acceptons parfois de l'acceptable. Nous voulons l'appui des partenaires, mais pas jusqu'à ce niveau que nous devons devenir des esclaves. Vous savez, 200 millions de dollars pour avoir 200 millions de dollars dans ce pays, c'est comme ça, coûte combien? Ça vaut combien? Pas grand-chose, hein, si on doit considérer la richesse que nous avons. Mais mais exactement. Mais on n'en a pas malheureusement. Oui, nous avons. Parce que imaginez-vous, messieurs les journalistes, je vais vous faire un petit calcul. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais c'est un raisonnement que tout le monde doit le prendre avec beaucoup, comme un fils congolais. Ou vous venez au Congo pour investir, ou vous venez au Congo pour travailler, il faut réfléchir avec nous. Si vous prenez les 300 mètres cubes d'Afromosia aujourd'hui, vous les vendez ici à Kinshasa, vous avez 210 millions de dollars. Ah bon? Faites les calculs. Un mètre cube d'Afromosia coûte ici dans la ville de Kinshasa 700 dollars. Multiplié par 300 000 mètres cubes, ça vaut combien? Mais c'est très intéressant, cette réflexion. Vous comprenez? Ouais. Donc c'est pour dire donc, que... seulement avec la Formosia, on peut déjà prendre 200 millions de dollars que nous avons reçus de la CAFI, par exemple. Bon, là, moi, je ne cite personne. Non. Il ne faut pas m'amener là-dedans. J'aime bien les partenaires parce qu'ils nous viennent en appui, mais nous devons avoir une bonne logique. Mais CG, pourquoi alors vous ne parvenez pas justement à canaliser ces efforts vers cette réflexion? Mais cette réflexion, quand nous les faisons, vous savez, messieurs les journalistes, je vais vous surprendre. Nous avons, je laisse un peu le moratoire à côté. Nous avons la politique, les documents de politique forestière. Dès qu'on ouvre pour commencer à parler de ces documents, pour commencer à l'élaborer, vous allez voir qu'il y a un partenaire qui va se positionner. Moi, je vais vous soutenir. On commence à y aller. Dès qu'on veut aller, on ferme la porte. Et on a tourné depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas un document de politique forestière. Peut-être parce que vous avez la main tendue. Mais exactement, c'est ça, c'est que nous, moi personnellement, je veux que nous devons sortir de là. Comment alors le faire? Mais si l'État, les trésors publics, notre trésor public, nous aide à donner des moyens, c'est combien de moyens pour élaborer ces documents de politique forestière? C'est combien? Ça ne coûte même pas 300 000 dollars. Mais alors ça, c'est un point de volonté. Mais exactement, parce que le problème est que quand parfois nous disons des choses,
C'est-à-dire nous-mêmes, Congolais, nous nous mettons en prison nous-mêmes. J'en appelle à tout le monde qui est en train de m'écouter, que nous puissions changer la façon de faire les choses. Nous avons besoin de nos partenaires. Mais nous-mêmes, nous devons aussi faire quelque chose pour que nous puissions nous prendre en charge. C'est ça la souveraineté. Exactement. Bien qu'à travers le monde, la souveraineté n'existe pas. Parce que quand nous voyons même les grandes puissances, quand un président fait quelque chose, même un petit pays quelque part, il va commencer à dire mais c'est que le monsieur là est en train de faire cette bêtise. Bon, parce que nous sommes unis dans une même planète et nous devons, et surtout dans les secteurs de l'environnement, nous devons travailler ensemble parce que nous avons un problème commun. L'environnement n'a pas de frontières. Il n'y a pas un passeport avec l'environnement. Corona a quitté Chine, arrivé ici en RDC, personne ne lui a demandé donnez-nous votre passeport, votre visa, personne. Il est entré, il a commencé à faire ses activités jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on se promène avec des masques et consorts parce qu'il est libre de se promener comme il veut. Alors, monsieur le CG, je voudrais quand même, ça une question de curiosité. À combien vous évaluez les besoins réels en termes d'argent, les besoins réels du ministère pour être à la hauteur? Mais l'environnement a besoin de beaucoup de moyens. Je ne peux pas chiffrer ça aujourd'hui, c'est comme ça que ma philosophie aujourd'hui est que demain, si nous revisitons notre cadre organique, je souhaiterais que nous puissions avoir une direction qui ne peut que parler de l'économie environnementale. Pour évaluer et faire des projections combien, d'abord les besoins de gérer durablement l'environnement, mais aussi quelles sont les projections même de l'avenir avec notre environnement. Vous voyez, nous n'avons pas, on peut dire, bon, dans 10 ans, à combien le secteur forêt va produire? Personne ne peut le dire. C'est tout simplement parce que nous manquons ces outils techniques et administratifs qui peuvent aider à faire toutes ces projections, faire toutes ces évaluations. Même la valeur de vos tourbières, vous ne les connaissez même pas? Même pas. Et d'ailleurs, même ces tourbières-là, ils n'ont même pas de problème, mais on veut encore créer d'autres problèmes là-dedans. C'est quoi les problèmes qu'on a créés dedans? Mais il faut écouter les discours des uns et des autres pour voir les problèmes. Parce que les tourbières, qui connaît les tourbières? Est-ce que vous connaissez les tourbières? C'est pas je vais vous amener un morceau, toi tu sauras que ça c'est les tourbières. Les tourbes. Ce n'est pas les diamants. Hein? C'est ça. C'est de la boue, hein? On ne sait pas. Alors voilà, il y a boue et boue. Vous comprenez? Oui. Mais il y a quelque chose qui est caché quelque part. Et ça, ce n'est pas l'objet de notre... Exactement. Mais monsieur le CG, je sais que vous m'échappez sur les chiffres. Bon, c'est pas grave. Mais je voudrais quand même savoir, aujourd'hui, est-ce que vous maîtrisez bien l'exploitation artisanale? Bien, ça c'est encore une très bonne question. Au niveau central, notre administration ne gère que les secteurs industriels de l'exploitation forestière, c'est-à-dire les concessions exploitées par les industriels. Les industriels, c'est ça que nous gérons. L'exploitation artisanale, on a confié, la loi a confié aux provinces. Et à ce niveau... Mais avec un droit de regard. Hein? Oui, nous avons un droit de regard, c'est comme ça que nous avons nos coordinations au niveau provincial. Mais ça pose problème. Raison pour laquelle, quand nous avons commencé à parler, j'ai parlé de lois que nous prenons. Les lois sont claires. Et ce qui est grave et décevant, même ces personnalités-là que nous croyons qu'ils sont au Parlement, ils deviennent même des gouverneurs, Parlement au niveau national, Parlement au niveau provincial. Mais ce sont ces gens-là. Et quand même, la coordination peut dire, mais non, il faut avoir au moins un permis. Parce que quand on a un permis, on sait même les lieux où on va exploiter. Non, quand on commence à raisonner comme ça, on va dire non. Non, je pense que ce monsieur-là, il n'est pas de notre province. On va faire un effort de le faire partir. Et s'il est de la province, non, celui-là, il n'est pas de notre tribu ou il n'est pas de notre parti politique. Donc tout est politisé finalement. Et
Raison pour laquelle il y a un désordre. Le secteur forêt aujourd'hui, s'il a des problèmes très sérieux. C'est tout simplement même les vieux exploitants qui étaient à l'époque. Quand on a trouvé que le moratoire, il est toujours permanent, il est là, il fonctionne. Ils se sont convertis en exploitants artisanaux. Ça alors. Vous comprenez? Mais regardez, allez ici à Maluku, allez ici à Kikole, allez ici même à Danomabongo, ici vous allez trouver que non. Et d'ailleurs, même parfois, notre ministre sortait, il parlait de... Ça a été des crimes. Parce qu'on ne peut pas accepter des choses pareilles. Mais ça existe toujours. Malgré tout ce que vous avez fait comme démarche, rien n'a marché. Mais comment ça doit marcher? Parce qu'il y a tellement des acteurs sur le terrain. Mais vous ne pouvez pas les arrêter. Vous avez quand même cette possibilité, non? Vous savez, il y a combien de services qu'on a trouvés sur le terrain? On en avait identifié une trentaine à peu près. Ah! Il y a d'autres qui trouvent qu'ils sont pressés, hein? Et ils trouvent que non. Parce que le problème est que... Non. Monsieur les journalistes, notre souci aujourd'hui, je pense que nous parlons de l'environnement. Et nous sensibilisons les acteurs. Il faut que nous puissions rentrer à une bonne lecture de la loi et au respect de la loi. On ne peut pas commencer à accuser les uns les autres inutilement parce que nous tous, nous sommes les mêmes. Et moi, je refuse d'accuser tel. Ça ne vaut absolument rien. C'est que moi, je demande à chacun. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'environnement que chacun rentre à l'obéissance ou à l'observance de la loi. Et là, vous voyez, messieurs les journalistes, si notre problème a des problèmes très sérieux. C'est tout simplement nous sommes devenus incapables et alors incapables d'observer la loi. Alors, monsieur le CG, nous tendons pratiquement vers la fin. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Je ne voudrais pas vous prendre tout votre temps. À quand est-ce que la RDC va toucher aux premières retombées du crédit carbone? Tu m'amènes des questions très... Mais je suis devant un technicien. Donc En tout cas, je ne fais pas une promesse, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous commençons à enregistrer beaucoup de demandes de concessions de conservation, tout simplement pour aller dans ces marchés carbone. Le carbone, on ne va pas exploiter le carbone comme on exploite un bois. Non. Il y a tout un long processus, et même pour aller dans ces marchés-là. Il faut avoir une grande technicité. Il faut avoir beaucoup de moyens pour investir en amont, parce qu'il y a des audits. Mais ce qui est vrai, qu'il y a beaucoup d'acteurs. En tout cas, beaucoup d'investisseurs qui viennent, ils ne parlent plus de l'exploitation forestière. Maintenant, ils parlent du crédit carbone. C'est une bonne chose, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour que demain nous puissions bien canaliser les choses. Parce que nous ne voulons pas tomber entre les mains des aventuriers. Qui sont ces aventuriers? Quelqu'un, il vient, il va voir un politicien pour dire que non, moi, j'ai la capacité d'amener le carbone de la RDC, l'amener dans un marché où ça coûte 10 $ ou 20 $ la tonne. Non, ça, ce sont des aventuriers. Il faut qu'ils soient canalisés au ministère. Ça ne peut pas se faire en dehors du ministère. Est-ce que vous avez déjà identifié des cas comme ça?
Oui, on a identifié dans des pays, il y a des pays qui travaillent, dans tel pays, au téléphone, on dit oh non, nous sommes en train de travailler avec des telles firmes au niveau de la RDC et on a eu l'autorisation pour que les carbones de l'air, des forêts de la RDC, nous allons l'amener au marché carbone. Et vous n'êtes pas au courant de ça? On n'est même pas au courant. Qui a signé les papiers, on ne connaît même pas. Ça alors. Et il t'appelle au téléphone. Hein. Alors, vous croyez un peu. Donc, il y a tellement des aventuriers ici. Alors, il faut qu'on évite. Les marchés carbone, bien qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien la tonne de carbone, mais en termes de négociation, nous sommes sûrs que demain, ça va bien coûter. Alors, mon avant-dernière question, c'est sur la RED. Je sais que vous avez une très bonne expertise sur cette question. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que la RED était un succès en RDC? Ça, c'est une bonne question. La RED a été un succès. Vous avez des exemples pour me prouver que ça a été un succès? Non, je vais vous approuver parce qu'il y avait des étapes. Quand nous nous sommes engagés en 2009 dans ce processus RED, dans beaucoup de pays, mais la RDC a travaillé avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, s'il y a un processus que moi je trouve que ça a bien marché dans ces pays, c'est le processus RED. Pourquoi? Mais c'est les journalistes. En 2002, je rentre en 2002, quand on a pris les codes des forestiers, quand on voulait parler de la problématique d'aménagement du territoire, c'était un tabou. En 2002, là, je vous situe géographiquement. Quand on parlait de terre, c'était un tabou. On vous voyez à l'est, il y a un souci, et à l'ouest, il y a un souci. Donc, il n'y avait que des soucis et des soucis. Mais avec les processus RED, quand nous avions mis en place notre stratégie, donc d'abord notre coordination, et après notre stratégie, je vous dis, nous avions réuni toutes les parties prenantes. S'il y a un processus qui a amené toutes les parties prenantes autour d'une table, c'est le processus RED. Ça, c'est un élément gagné. Et aujourd'hui, même dans le secteur de l'environnement, vous ne pouvez pas parler sans quelqu'un de la société civile qui est à côté. Vous ne pouvez pas parler de l'environnement sans qu'il y ait quelqu'un, un privé à côté. Non. C'est-à-dire que le processus RED nous a amenés dans une famille où nous devons régler nos problèmes autour d'une table. Donc ça, c'est un avantage. Et toutes les étapes qui étaient prévues dans ce processus, en tout cas, nous les avions accomplies avec beaucoup de succès. Bien qu'il y ait eu des faiblesses quelque part. Prenons par exemple les données qui ont été pendant cette phase préparatoire. Ces données-là n'ont pas été capitalisées. Avec des projets pilotes géographiquement intégrés, en tout cas, on n'a pas capitalisé les données de ces projets géographiquement intégrés. Ça, c'est une faiblesse. Mais au moins, le processus lui-même, raison pour laquelle nous avons des programmes d'investissement des forêts, PIF. Aujourd'hui, nous avons ces programmes, mais c'est tout simplement parce que nous étions un des pays modèles. Raison pour laquelle nous avons eu ces investissements. Mais malheureusement, c'est maintenant qu'on a fait un effort pour faire disparaître ces mécanismes, ces processus. Et c'est ça ce que je regrette. On a abandonné la coordination. Nous tous, nous étions unis dans une coordination. Non, on a commencé à faire des petites coordinations sous les lits. Mais les PIF existent toujours. Non, les PIF existent. Ça, c'était une étape pour l'investissement. Mais la coordination du processus RED est là. La CNRED. La CNRED. Mais qui y pense? Elle est morte, hein? Mais elle existe encore avec moi parce que elle est à l'agonie, effectivement, malade.
Mais beaucoup de gens l'ont dit, qu'il y a eu une mauvaise gestion. Non, mais c'est il qui avait la mauvaise gestion. y a eu des tournements. Ah, mais qu'on nous montre les papiers qu'il y a eu des tournements. Est-ce que je peux penser que la RAID apporte quelque chose au PIB de la RDC? Non, la RAID, il y a eu beaucoup de chantiers. Mais malheureusement, beaucoup de ces chantiers-là n'ont pas bien fonctionné. Mais je pense que le gouvernement est en train de travailler pour que tous ces chantiers-là puissent marcher. Par exemple, les chantiers de l'aménagement du territoire. Imaginez-vous dans un grand pays comme le nôtre, ça ne peut bien fonctionner que quand il y a l'aménagement du territoire. Si l'aménagement du territoire, que ce soit son administration, que ce soit sur le plan technique que ça fonctionne, en tout cas, on va résoudre même beaucoup de problèmes au niveau du ministère de l'Environnement. Surtout les problèmes liés au conflit de superposition. Des titres, donc ça va régler beaucoup de problèmes. Au niveau des fonciers, la même chose. Et un autre chantier qui n'a même pas bien fonctionné, c'est la démographie. Vous voyez un peu comment notre courbe de démographie augmente? Non. Nous ne sommes pas quand même en 1960. Nous devons quand même gérer notre démographie. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, c'est si on vous dit, on vous colle à côté de Ketty, quand on te donne 10 enfants comme ça, comme tu es là. C'est terrible, hein? Ah, mais c'est terrible. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que quelque part, c'est un chantier. Nous devons éviter beaucoup de problèmes demain. Et tout ça, c'était prévu dans les processus RAID. Et vous pensez qu'avec le temps, la RAID va contribuer au PIB de la RDC? Exactement. En tout cas, je suis positif là-dedans. C'est question qu'on développe les chantiers, parce que ça encore, c'est un chantier de la gouvernance qui est prévu dans les processus RAID. Si ces chantiers-là fonctionnent et que tout le monde marche comme il se doit, non, ça va beaucoup contribuer au PIB Les chefs de l'État avaient initié un projet pour convoquer les États généraux des forêts. Où est-ce que nous en sommes? Oui. En tout cas, on ne peut pas bafouer une décision du chef de l'État. Ça, c'est un principe noble. C'est notre chef, nous l'avons voté. Nous tous, nous sommes engagés là-dedans. Madame la VPM est engagée là-dedans. Je pense, je ne peux pas vous donner la date, mais il y a eu des termes de référence qui ont été déjà élaborés. Budgétisés, il y a un budget qui est déjà élaboré. Donc, je pense que bientôt, Madame va se charger de ces dossiers pour que nous puissions aller dans ces états généraux. C'est très important, ces états généraux. Parce que vous voyez, vous avez parlé du problème, par exemple, de l'exploitation artisanale. Ça peut être résolu, trouver des solutions d'une manière consensuelle que quand il y a des états généraux. Il y a, par exemple, la révisitation du code des forestiers. Parce que le processus RAID, il n'a pas un soubassement légal. Donc, si on revisite les codes des forestiers aujourd'hui, vous allez voir que le processus RAID va s'aligner dans ces codes des forestiers et nous allons avancer. Donc, c'est là où nous attendons. Nous souhaitons que bien, en tout cas, nous sommes engagés pour que ces états généraux puissent avoir lieu. Monsieur le CG, je voudrais que vous puissiez regarder cette caméra et vous adresser aux Kinois, surtout en Lingala. Sur cette journée, qu'est-ce que les Kinois doivent faire? Bande Konangai ya Kinshasa. Mokolo mwalelo mwamitano sanza ya motoba mbula ya tuku mili mibale na tuku mibale na moko ezali mokolo monene oyo molongo mobimba bayokani po bakoka koyeba komanyola makambo ebele e makambo maike na cadre ya environnement. Ezali mokolo moko monene yango wana nazali kosenga na bino surtout bandeko na biso ya Kinshasa ke mokolo oyo ya le 5 juin
esengeli biso baso par rapport na teme oyo epesameli yo molongo ke tosengeli to restaurer bazamba na biso oyo ebeba mabele na biso oyo mabeba tosengeli tolona banzete nzete ezali na motu ya monene soko tolingi toloba bobele mpo na nzete lelo na mono tokoloba mingi me ezali likambo ya lelo te me tolona banzete parce que moko na biso ayebi lotomo monene oyo ezali ya nzete. Nzete ekobenga mbula, nzete ekopesa biso malili, nzete ekopesa biso mbuma ya kolia, nzete ekopesa biso mbinzo, nzete ekosala ke esalisa biso po ete tokoka koyeba kolite contre bagazi oyo ezali kotelengana na mopepe. Na ko combattre pe ba lobwako pe ko combattre ba érosion. Merci beaucoup, papa secrétaire général. Naibi Kenazio Matan Ebele, mais ils qui est important pour être tous à Kayope Boete, ils appellent Maladigo Soto Zoyo, et c'est qu'il a qui ose à la topé Sotan Ebele pour s'exprimer, puis Banamboka. Va comprendre, et le connaît Zali Koleka, dans le ministère, il y a environnement, et c'est Kayo Zali Mokonzi. En tout cas, topé sur Boton, dit pour attendre au Pessibiso, et nous fixons rendez-vous prochainement, certainement pour d'autres sujets. On a abordé certains sujets de manière superficielle, mais je pense que je reviendrai vers vous pour les enrichir davantage, parce que je reconnais en vous les capacités d'un bon technicien, et je sais qu'à tout moment, je peux revenir vers vous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça a été honneur pour moi, et surtout que tango nazali kotanga makomi oyo ozali kokoma mapesaka ngai esengo mingi. Merci beaucoup. Tala oyo okomaki dernièrement osali okosi te neti lokola bandeko mosusu olie te akoma bosembo abandi kokosi non. En tout cas nazali kosenga ope nazali ko encourager okende na nzelo wana parce que soko tozali koloba makambo na bosembo soko bato ba commission te mais nzambe oyo asali likolo na se akokumisa yo pe akomema yo musika. Amen. Merci beaucoup. Donc c'est par ici que nous mettons un point à cette édition spéciale 5 juin avec le CG Benjamin Toirambe, et je vous fixe rendez-vous dans la suite des temps avec d'autres invités parce que, comme vous le savez, le 5 juin, c'est une journée spéciale et nous allons vous faire découvrir les réflexions de chaque acteur à travers cette journée. Mais d'ici là, je vous promets de vous revenir bientôt avec un autre invité. Portez-vous bien et à la prochaine.